Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, le temps que vous arrivez dans la salle, je vais faire le petit briefing technique. Donc, n'hésitez pas à allumer le chat. Donc, c'est l'onglet discuter et à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Vous avez un onglet, donc c'est à deux points. Vous avez hôte et panélistes. Pensez bien à le basculer sur tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir interagir, rebondir sur la conférence. Et comme les conférences sont assez punchy, on est sur du 40 minutes. Donc, je vois que Clara a trouvé l'onglet questions-réponses. Donc, préférez les questions-réponses pour vraiment poser vos questions à Kevin. Comme ça, il pourra les prioriser, les voir. Vous avez également donc Célia en modératrice qui est en back-office. Voilà, donc je vois que Stéphanie a également trouvé le chat. Je vais maintenant laisser la main donc à Kevin, que j'invite à me rejoindre. Et je te souhaite une bonne Bonjour, conférence. merci Benoît, merci beaucoup, bonjour à tous et bienvenue, très content de vous retrouver pour ces 40 minutes de talk. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, bienvenue pour ces 3 jours de Marketing Digital Days. J'espère que vous avez passé une bonne matinée jusqu'à présent. De mon côté, ça a été très technique, mais très content. Et puis, j'ai la lourde responsabilité de vous tenir en haleine jusqu'à la pause déjeuner. Et je vais donc tâcher d'être efficace, d'autant plus qu'il fait beau aujourd'hui. Heu, Très rapidement, hop, je vais commencer déjà par remercier les équipes de Cybercité pour l'invitation. Très heureux d'avoir l'occasion de participer de notre vision de l'évolution du e-commerce avec vous. Je vous invite évidemment à poser vos questions. L'objectif, c'est que, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. On va faire en sorte que la conférence soit la plus interactive possible. Et puis, s'il y a des points auxquels j'ai pas pu répondre, je tâcherai de vous répondre à tous en asynchrone. Pas de problème. Aujourd'hui, on est donc ensemble pour parler de headless et notamment plus spécifiquement de headless e-commerce. Et donc sur cette conf dont le titre est Headless e-commerce, tout le monde en parle, mais c'est quoi? Si ça vous va, je vous propose, et je vais démarrer, hein, l'idée c'est pas d'attendre, vos retours, de me dire un petit peu, qui vous êtes, dans quel, secteur d'activité, vous intervenez et puis, me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes avec le headless. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous maîtrisez? Ou est-ce qu'effectivement vous découvrez, aujourd'hui? Ça me permet aussi, déjà ça vous permet de prendre connaissance, enfin de vous familiariser avec l'outil, de chat et puis moi ça me permet de voir un petit peu, où est-ce que vous en êtes avec le sujet et la thématique du jour? Donc merci pour vos réponses et je vous propose qu'on attaque avec l'agenda. Donc un agenda très, très simple. Moi, dans l'idée aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous compreniez, le headless e-commerce et qu'est-ce qui se cache derrière et quand on parle de headless e-commerce, aujourd'hui, dans l'e-commerce, on parle également de composable commerce. Donc voilà, l'idée, c'est de, voir un petit peu, les tenants et les aboutissants de ces concepts, ce que ça va pouvoir apporter, à un e-commerçant. On verra un cas concret qui est le cas, de Teddy Bear et puis, des questions-réponses s'il en reste. Une fois de plus, hein, n'hésitez pas à me poser vos questions pendant la conférence. Et puis, merci pour vos réponses. Je vois que apparemment il y a pas mal de personnes qui découvrent le headless, donc c'est intéressant. Ça me permet aussi d'adapter mon discours par rapport aux réponses que j'ai dans le chat. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Kevin Bessa, j'ai 36 ans, je suis Country Manager France chez Silus. J'ai un background e-commerce tech avec notamment des passages dans différentes agences, mais je ne suis pas développeur. Ça fait 1 an que j'ai rejoint Silus. Je suis en charge de l'ensemble des opérations sur le marché français, à savoir, toute la partie pédagogie, faire comprendre, dans quel cas notre solution est adaptée, dans quel cas elle ne l'est pas, développer aussi un réseau de partenaires puisque avec Silus, on travaille beaucoup, avec des partenaires. On a un petit peu plus de 30 agences partenaires sur le marché français et 80, qui utilisent la solution. Et puis, je pilote également tous les sujets communication, marketing, de Silus sur le marché français. Et puis, mon cheval de bataille quelque part, et je vous ai d'ailleurs remis le nom de mon podcast, du podcast Silus qu'on a lancé, c'est vraiment de faire comprendre à quel point les enjeux techniques et métiers sont liés et même imbriqués. Voilà, clairement, aujourd'hui, chez Silus, on a une ADN très technique. C'est pas parce qu'on néglige la partie métier ou marketing, mais parce qu'on est clairement convaincu qu'une bonne solution technique, ça va permettre de répondre à tous les besoins métiers, et puis ça va faire en sorte que la technique ne soit jamais un frein. Et c'est vraiment tout l'enjeu, hein. Aujourd'hui, quand on choisit une solution technique, on a envie qu'elle se mette au service de l'innovation, au service du métier, et non pas l'inverse, à savoir qu'elle ne devienne jamais un frein.
Très rapidement, Silus, c'est un framework e-commerce open source headless, évidemment, basé sur le framework PHP open source Symfony. En 2022, on a fêté les 5 ans de de la release de notre première version stable. On est une solution qui est open source et on-premise. Ça veut dire que c'est vous qui hébergez votre projet. Et ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous. L'objectif, c'est vraiment de respecter la souveraineté numérique de nos utilisateurs. Et puis, on avance un petit peu à contre-courant du marché. On a une croissance qui est 100% organique. On est indépendant, un focus sur notre produit. On fait assez peu de marketing. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être que d'ailleurs, beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de nous. C'est vraiment parce que voilà, on a un focus qui est très produit. Et puis, clairement, on est convaincu que si notre produit est bon, on aura un bon réseau de prescripteurs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que ça se passe d'ailleurs. Et en 2 mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché du e-commerce, c'est qu'il y a 2 grandes façons d'aborder un besoin, une problématique e-commerce, soit l'approche CMS qui va permettre de bénéficier de fonctionnalités e-commerce pré-packagées, soit une approche full custom qui va nécessiter de réinventer la roue sur les fonctionnalités e-commerce de base. L'objectif de Silus, c'est de fournir les fonctionnalités e-commerce de base, un petit peu les fonctionnalités MVP du e-commerce, tout en gardant la souplesse pour pouvoir faire justement innover et avoir une approche dans laquelle on ne frustrera jamais les équipes métiers ou marketing. Avant de démarrer, un petit spoiler. Il y a un point qui me paraissait très important à rappeler. Moi, je suis en contact avec des e-commerçants au quotidien depuis 1 an maintenant. C'est extrêmement complexe, voire impossible, de rester à jour des tendances en termes de technologie, notamment en web et e-commerce. Il y aura toujours clairement une nouvelle tendance, il y aura toujours une nouvelle façon de procéder, plus rapide, plus moderne. Ce qu'il faut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a simplement des solutions qui vont être adaptées ou non. Donc, c'est vraiment important, c'est même clé que vous fassiez le tri et qu'à un moment, vous fassiez des choix sur la base d'un contexte donné. Clairement, voilà, ça c'est un point qui est hyper important. Toujours faire des choix dans un contexte donné. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir vous adapter, rester compétitif et puis vous démarquer à votre niveau, mais une fois de plus, dans un contexte donné. Pour vous parler de Headless, j'ai fait des petites animations comme dans les années 90. On va parler un petit peu d'histoire du e-commerce. Donc, on va revenir à l'époque de Caramel et de Lycos, que certains d'entre vous certainement ne connaissent pas. Donc, le e-commerce, ça démarre à la fin des années 90, à cette époque, et c'est encore le cas de nos jours. L'architecture des sites e-commerce est ce qu'on appelle monolithique. Donc, sur le principe, on a un seul bloc, le principe du monolithe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un projet e-commerce monolithique, tout va s'imbriquer, tout est interdépendant. Donc, quand je dis tout, je parle évidemment des interfaces, donc la partie émergée de l'iceberg, et le back-end, toute la partie métier, moteur d'un site e-commerce. Donc, avec cette approche, on va avoir également une logique, ce qu'on appelle best of suite. Donc, dans l'idée, toutes les fonctions sont intégrées. C'est comme ça aujourd'hui que fonctionnent encore les CMS traditionnels. Quand vous faites le choix d'un CMS, comme Magento, comme PrestaShop, dans l'idée, vous prenez l'ensemble des fonctionnalités du CMS qui sont déjà intégrées et qui viennent répondre à vos besoins. Donc, clairement, ça veut dire qu'un éditeur de CMS e-commerce monolithique, il a la nécessité d'être expert dans chacune des fonctionnalités du e-commerce. Et je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que ça implique. Et notamment, vous allez voir, par rapport à toutes les problématiques et tous les métiers du e-commerçant aujourd'hui. Donc, concrètement, ça veut dire quoi en termes d'organisation? Ça veut dire que si je veux faire une modification, même mineure, sur une interface, je vais devoir faire appel à de nombreux acteurs sur mon projet et tous ces acteurs sont interdépendants. Le problème, c'est que si le front-end, donc les interfaces et le back-end sont liés, c'est clairement 2 métiers différents. Je vous ai remis ici quelques mèmes assez intéressants qui montrent un peu cette bataille de clochers entre développeurs front-end, développeurs back-end, qui ne sont pas les mêmes métiers, qui n'utilisent pas les mêmes technologies, qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc concrètement, un développeur front-end, il va être plus orienté interface, ergonomie, expérience utilisateur, tandis qu'un développeur back-end, il va être vraiment plus dans une réflexion métier de l'algorithmie et tout ce qui va être règles de fonctionnement de votre plateforme. Donc, avec le monolithe, on fait travailler ces gens-là ensemble, même si forcément, ils ont par définition des métiers qui sont très différents.
Du coup, cette interdépendance des équipes, ça va avoir de nombreux inconvénients sur votre projet. Donc, et clairement, ce sont les inconvénients du monolithe. Qui dit monolithe dit forcément que tout ce qui va être interface et structure des interfaces, enfin, toutes les interfaces et leur structure vont être contraintes par le back-end, donc par la partie métier. On ne fait pas ce qu'on veut, clairement. Aujourd'hui, quand on fait du PrestaShop, c'est hyper difficile de sortir du cadre qui a été imaginé et qui est proposé par l'éditeur. Et clairement, ça va être difficile d'innover d'un point de vue ergonomie ou expérience utilisateur. Le monolithe aussi, ça va entraîner un manque d'agilité. Si je modifie quelque chose côté interface, je vais être dépendant, comme on le disait, du développeur back-end qui va s'occuper de déployer, qui potentiellement va nous dire que ce qu'on a fait n'est pas compatible. Ça va générer du coup beaucoup d'allers-retours entre les équipes. Et résultat, tout le monde s'attend et le projet, il va avancer étape par étape au gré du rythme de chacun et du coup de la gestion des plannings, etc. Et puis, on va également avoir un cadre technique qui va être très, voire trop contraignant. Effectivement, avec l'approche monolithique et le CMS e-commerce, je vais avoir des fonctionnalités e-commerce pré-packagées, mais malgré tout, je suis contraint donc, par un cadre qui va générer beaucoup de frustration, aussi bien côté métier que côté technique. Et en fait, ce qu'on constate, nous, c'est qu'on a l'impression, côté métier, que les équipes techniques, elles n'y mettent pas du leur, que tout est compliqué, etc. Et côté technique, on subit un petit peu les technologies et on se dit que le métier, il n'a pas envie de comprendre les contraintes qui sont liées au choix des technologies, notamment, etc. Et tout ça, ça va générer effectivement beaucoup de frustration. Donc, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on continue à procéder comme ça? En fait, pendant longtemps, techniquement, il y avait assez peu d'alternatives. Et clairement, ce qu'on voit, c'est que le monolithe, ça va répondre globalement à des projets plutôt de moindre envergure, mais ça répond quand même plutôt globalement bien à un certain nombre de projets e-commerce. Mais le e-commerce évolue vite, voire très vite. Et je pense que là, il n'y a pas de surprise de votre côté. En 2000, on a un chiffre d'affaires du e-commerce qui est environ de 700 millions d'euros. En 2021, il était de 129 milliards. Donc, évidemment, une croissance qui n'est pas approuvée. On a un marché qui tend aussi vers la maturité. Suite notamment au Covid, il y a eu une très, très grosse accélération. Et forcément, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une croissance qui est moindre par rapport aux années précédentes, voire un ralentissement du e-commerce. Ça démontre effectivement cet aspect maturité du marché. On a également une concurrence qui est accrue, des attentes aussi qui évoluent de la part des acheteurs qui notamment pendant le Covid, ont bousculé un petit peu leurs habitudes. On a également un marché qui devient de plus en plus mobile. Aujourd'hui, près de 60% du trafic est fait sur un smartphone. Ça veut dire que 6 pages sur 10 qui sont ouvertes par un internaute le sont depuis un mobile. Et du coup, qui dit mobile dit forcément nouveau touchpoint, comme on appelle, donc point de contact avec notre utilisateur, mais également du coup nouveau challenge, la gestion de responsive, des temps de chargement, etc. Et puis, le digital et points de vente n'ont également jamais été autant liés, voire imbriqués. Aujourd'hui, même les DNVB, qui sont des marques qui sont nativement digitales, elles ont désormais des points de vente. Ça va intégrer effectivement une logique de gestion multicanale, des gestions de commandes, la gestion de stock avancé, etc. Et puis, des innovations technologiques qui vont rebattre petit à petit les cartes du marché. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à la Paris Retail Week cette année ou l'année dernière, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un marché du e-commerce qui se spécialise. Aujourd'hui, il y a une multitude de solutions expertes et vraiment chaque solution est experte d'une des verticales du e-commerce. Ça, c'est un point qui est aussi hyper important. Du coup, si on fait un petit bilan des courses, on a un marché du e-commerce qui évolue, qui se transforme. Même si aujourd'hui, c'est hyper facile d'être présent sur le web, clairement, tout le monde peut avoir un site e-commerce. On peut même lancer un e-commerce aujourd'hui sans avoir de produit avec le dropshipping. Concrètement, on est du coup sur un marché qui va être plus accessible et du coup beaucoup plus concurrentiel. Et clairement, ça va devenir nécessaire de se démarquer et d'innover. Et du coup, cette concurrence, elle va avoir des impacts également sur les coûts d'acquisition qui continuent de s'envoler. Entre le mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022, les coûts d'acquisition ont été multipliés par 2. C'est des stats qui donnent le tournis et qu'il faut évidemment prendre en compte au moment où on se pose des questions pour son e-commerce. Et du coup, être e-commerçant, aujourd'hui, c'est plus simplement mettre en vente son produit en ligne. Il y a des attentes qui ont largement dépassé ce stade. En gros, il ne suffit pas d'avoir un bon produit pour réussir dans l'e-commerce. On a vraiment besoin d'innover.
Et pourtant, l'approche monolithique, qui n'est pas forcément celle qui permet d'innover, comme on l'a vu avant, reste largement dominante en France, en tout cas. Donc, concrètement, si on parle un petit peu d'innovation dans l'e-commerce, quelles sont les innovations qui sont à disposition des e-commerçants aujourd'hui? Heu, Clairement, en tant que e-commerçant, je vais pouvoir développer et uniformiser mes canaux de distribution. On en parlait tout à l'heure, l'aspect omnicanalité, des DNVB qui deviennent des ONVB pour Omnichannel Native Vertical Brand, donc qui vont intégrer le point de vente dans leur process de diffusion et de commercialisation. On va également pouvoir proposer des nouveaux services avec du commerce conversationnel, du retour en magasin, du service de livraison innovant. On va pouvoir intégrer des offres novatrices. On parle beaucoup de seconde main ou de re-commerce en ce moment. On parle beaucoup d'abonnements, de buy now, pay later, par exemple, avec des solutions comme Klarna, comme Alma. On va pouvoir se connecter ou intégrer un flux de marketplace à notre plateforme. On va également pouvoir proposer une expérience utilisateur différenciante. On va pouvoir proposer de la personnalisation, du configurateur avancé, de la performance également, puisque la performance, c'est aussi de l'expérience utilisateur. Donc, clairement, quand on prend aujourd'hui tous ces leviers d'innovation, voilà, l'aspect omnicanalité, l'aspect nouveaux services, l'aspect des offres novatrices, l'expérience utilisateur différenciante, eh ben, le headless va permettre de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et donc, juste pour information et pour que vous puissiez briller en société, le terme de headless, il a été inventé par une société qui s'appelle Commerce Tools en 2013, et on va voir concrètement, du coup, ce que ça apporte et du coup, comment ça permet d'innover pour un e-commerçant. Donc, le headless, c'est quoi? Déjà, première chose, c'est un type, ce qu'on appelle d'architecture, qu'on pourrait d'ailleurs aussi bien appeler le multi-head, puisque dans l'idée, on va pouvoir connecter en fait plusieurs têtes à un seul et même corps. Mais en gros, ce que permet le headless, c'est de découpler la couche donc front-end, la couche interface, de la couche back-end, qui est aujourd'hui le back-office. Donc, concrètement, avec le headless, on va pouvoir du coup découpler ces deux éléments clés du e-commerce, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir également venir connecter d'autres outils, d'autres briques. Et c'est là où justement toute la partie innovation arrive. Et donc, ces briques-là vont pouvoir communiquer entre elles par le biais de ce qu'on appelle des API. Donc là, pareil, on est sur un terme un petit peu technique, mais en gros, une API, c'est une interface de programmation d'application. C'est en gros c'est des méthodes, des fonctions qui vont permettre de faire communiquer différentes solutions entre elles de façon normée. Donc aujourd'hui, une solution qui bénéficie d'une API, elle va pouvoir communiquer avec tout un ensemble d'autres solutions via cette API. Donc en gros, on passe donc d'une approche monolithique tout en un à une approche dans laquelle je vais pouvoir avoir autant de briques que souhaité, qui vont être toutes indépendantes les unes des autres et qui communiquent entre elles de façon quasiment instantanée. Et donc, toutes ces briques, le fait de connecter ces différentes briques, c'est ce qu'on appelle le composable commerce ou best of breed. Et vous allez le voir, on va le voir en détail juste après, le développement du composable commerce et du best of breed est étroitement lié à celui du headless. Avant de rentrer dans le détail justement de cet aspect composable / headless, juste une petite citation, un extrait d'un rapport de Gartner, qui est un cabinet de conseil, qui dit qu'effectivement, d'ici 2023, les organisations qui auront adopté une approche composable commerce, donc qui intègre évidemment une approche headless, dépasseront la concurrence de 80% en ce qui concerne la vitesse de mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle d'innovation, évidemment, on a besoin ça peut évidemment être très utile de venir pouvoir implémenter de nouvelles fonctionnalités de façon rapide. Et le headless et le composable commerce va vraiment permettre ça. Donc concrètement, avec ce petit schéma, on va voir un petit peu ce qu'est le composable commerce et ce qu'est justement cette approche best of breed versus l'approche best of suite. Donc le headless, ça va permettre du coup d'offrir plus de souplesse, comme on a vu juste avant, pour connecter les briques aux unes aux autres. Donc en tant que-e-commerçant, vous allez du coup pouvoir créer un écosystème e-commerce qui va être entièrement sur mesure et parfaitement adapté à vos enjeux. La bonne nouvelle du coup, c'est que tous les outils que vous allez connecter ne sont pas dépendants de vous, mais ce sont des outils qui sont développés par des experts, par des tiers, et donc toute la partie maintenance est gérée par l'éditeur qui développe ces différentes briques. Donc rappelez-vous, hein, par exemple,
à la Paris Retail Week cette année, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment ce qu'on constate dans ce marché du e-commerce qui est un marché qui est mature. On constate vraiment tout un ensemble de verticales sur des métiers très, très, très spécifiques qui permettent également de venir augmenter son niveau de service et la qualité de son service. Et du coup, l'approche Composable Commerce ou Best of Breed, ça va vraiment venir permettre de créer un écosystème entièrement sur mesure et de pouvoir aller chercher à chaque fois le meilleur outil et le meilleur service pour répondre à vos besoins à l'instant T. Typiquement, quelques exemples d'outils, de la gestion de contenu. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'outils qui permettent de faire de la gestion de contenu, que ce soit des outils historiques comme WordPress ou des outils un petit peu plus modernes comme Prismy, comme Contentful, comme Netlify, comme Strapi. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, quand on va avoir des problématiques un petit peu spécifiques, on va pouvoir aller piocher dans l'un de ces outils pour de la gestion de contenu, pour du moteur de recherche, pour du paiement. Le paiement, c'est un bon exemple. Avant, effectivement, on intégrait les modules de paiement de banque, qui étaient du coup souvent assez complexes à installer. Clairement, le e-commerce, ce n'est pas le métier des banquiers. Aujourd'hui, il y a des solutions comme Molly, comme Adyen, comme Payplug, qui vont permettre de venir se connecter hyper simplement. Vous allez avoir une interface qui va vous permettre de gérer tout ça. En gros, l'idée, c'est de se dire, avec l'approche Best of Breed et Composable Commerce, l'idée, c'est de se dire que chacun son métier. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans une logique où on demande à un éditeur d'être expert en tout. Il y a trop d'innovation, on est sur un marché qui est trop dynamique pour faire ça. Donc voilà, l'idée de cette approche, c'est vraiment de se dire, à l'instant T, je vais chercher l'ensemble des briques qui répondent le mieux à mon besoin. Et du coup, chaque brique, c'est une équipe dédiée et dont le métier, ça va vraiment être d'innover et d'être le meilleur sur son marché. Et du coup, on va pouvoir profiter clairement d'une expertise en utilisant le service en question sans être en charge de sa maintenance. Et ça, c'est un point qui est hyper important. C'est-à-dire que, évidemment, on pouvait très bien avant aussi se dire qu'on allait redévelopper l'ensemble de ces briques-là, mais ça sous-entendait qu'on devenait éditeur et qu'on devait maintenir et faire évoluer ces briques-là. Avec l'approche Best of Breed / Composable Commerce, clairement, aujourd'hui, vous connectez une brique, il y a une équipe dédiée, vous êtes client, et donc on est dans une approche qui est complètement différente. Une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir, n'hésitez pas. Un petit point, du coup, sur cette approche Composable Commerce headless, qu'est-ce que ça permet? En gros, ça permet de proposer des parcours utilisateurs sans couture qui vont intégrer clairement des fonctionnalités à haute valeur ajoutée. Avec cette citation qui est un petit peu comment dire, j'ai cherché à choquer entre guillemets, mais en gros, clairement, le principe du headless, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'en allant chercher des briques spécialisées dans chacun des domaines, je vais pouvoir proposer un niveau de service qui va être équivalent à celui du leader du marché, d'un Amazon, d'un Vinted, etc. Parce que voilà, sur chacune des verticales du e-commerce, il y a un expert qui va pouvoir me proposer ces services. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le principe, c'est que je vais vraiment pouvoir avoir une stratégie omnicanal qui va intégrer tous les touchpoints de mes utilisateurs. Et c'est hyper important quand on sait, par exemple, qu'encore 56% des acheteurs préfèrent visiter le magasin avant d'effectuer un achat en ligne. Voilà, ça fait partie des stats qui nous font dire que, effectivement, quand on a du point de vente et du e-commerce, il y a une vraie stratégie omnicanal à mettre en place. Et j'ai un exemple d'ailleurs qui date de cette semaine. J'ai voulu acheter des vêtements sur une plateforme Uniqlo pour ne pas la citer, qui n'a pas encore intégré cette logique omnicanal. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de produits qui sont en rupture de stock, qu'on pourrait très bien trouver en magasin, mais il n'y a pas de connexion entre le point de vente et le site e-commerce. Et ça, c'est dommage parce que, évidemment, ça fait rater des ventes. Aujourd'hui, avec cette approche Best of Breed, Composable Commerce / Headless, on a la possibilité d'avoir une brique qui va gérer aussi bien les flux de commandes du site Internet que du point de vente. Et là, effectivement, on va vraiment pouvoir proposer une expérience utilisateur sans couture avec des retours en magasin, des commandes qui sont prélevées via un
picking directement dans le magasin. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de gommer, lisser les frontières entre le point de vente et le site internet. Est-ce que ça revient moins cher? Il y a une question dans le chat, est-ce que ça revient moins cher que les méthodes traditionnelles? Alors non, clairement, ça ne revient pas moins cher. L'approche headless ne revient pas moins cher. En revanche, c'est une approche qui va être beaucoup plus évolutive et qui va permettre d'innover. Donc là, une fois de plus, c'est vraiment important de se poser la question du besoin avant de se dire, et on va y revenir un petit peu plus tard, tiens, je vais faire du headless parce que c'est à la mode ou parce qu'effectivement, ça me permet d'innover. Il y a une vraie question de besoin et on va y revenir juste après. Et est-ce que le headless a un intérêt pour des sites corporate non e-commerce? Oui, tout à fait, Virginie. Le headless existe aussi. Aujourd'hui, il y a plein de CMS, donc, au sens propre du terme, donc Content Management System, qui sont headless. Je parlais tout à l'heure de Contentful, de Strapi, ce genre de solutions, qui vont permettre également d'être utilisées. Et là, le grand intérêt, c'est qu'on va pouvoir de la même façon venir connecter différents front-end ou différents outils à un seul, enfin, pour créer son écosystème entièrement sur mesure. Alors, ce qui est étonnant, vous allez me dire, c'est qu'aujourd'hui, l'approche monolithique reste clairement majoritaire. Nous, chez Silus, qu'on constate, donc notre solution, elle est headless ready, mais on constate qu'on a environ un quart des plateformes qui sont conçues par nos utilisateurs qui intègrent une architecture headless. Donc les autres, donc les trois quarts des plateformes qui sont développées sous Silus vont être sur une architecture monolithique ou hybride. Donc c'est un mélange des deux. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui sur l'approche hybride, mais voilà, donc clairement, le passage de l'ère monolithique au headless, on le voit, est assez long. Hein. Clairement, hein, ce qui était d'actualité au début du e-commerce reste d'actualité. Évidemment, les technologies ont évolué, mais en tout cas, dans l'approche, on est sur quelque chose qui reste quand même relativement assez proche. Et pour expliquer ça, il y a quand même différents facteurs que j'ai essayé de lister ici. Donc, la première chose, c'est les facteurs technologiques. Donc, honnêtement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les e-commerçants, ils vont avoir tendance à capitaliser sur l'existant. Ce qu'on voit, c'est que les CMS historiques du marché ont tendance, et ont eu tendance en tout cas à répéter, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, qu'avec un CMS, on peut tout faire. Clairement, l'idée, c'était de se dire pendant très longtemps, on se disait, bah, tiens, je vais faire un PrestaShop, avec PrestaShop, je peux tout faire. Je peux faire du B2B, je peux faire de la marketplace, je peux tout faire. C'est une réalité sur des problématiques de complexité moindre, j'ai envie de dire. Dès qu'on est vraiment dans des complexités un petit peu plus avancées ou à un stade de maturité e-commerce un petit peu plus avancé, c'est plus une réalité. Clairement, au-delà de, enfin voilà, donc cet aspect technologique, il est quand même assez important. Il y a un deuxième point sur l'aspect technologique, c'est que le headless e-commerce, ça va reposer du coup sur ce qu'on appelle des API. Il faut évidemment, pour pouvoir être dans une approche headless et donc composable, qu'il y ait aussi un écosystème qui soit suffisamment mature, donc pour aller chercher mes différentes briques, mes différents outils. Et voilà, l'écosystème, il est en train de se développer. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à ce stade de maturité. Clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des outils qui se lancent sur le marché ont une API. Voilà, ça, maintenant, c'est quasiment acté. Au-delà de cet aspect technologique, il y a également un aspect coût. C'était donc pour répondre à votre question tout à l'heure. C'est forcément plus cher de partir sur une approche headless parce que c'est plus de temps de conception. C'est des développeurs qui vont être plus spécialisés et c'est un ticket d'entrée qui va être plus élevé, clairement. Par rapport à faire du templating, forcément, c'est un coût d'entrée qui va être un petit peu plus élevé. Donc voilà, une fois de plus, se pose la question du besoin et de la réalité. Et juste après, j'ai listé un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser pour vous demander, enfin, si vous vous demandez effectivement si le headless peut répondre à un besoin chez vous. Ensuite, on va retrouver également tout ce qui est besoin et réalité business. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des besoins qui évoluent assez doucement. Le headless, clairement, ça répond à un besoin des e-commerçants que peu de e-commerçants ont dans un premier temps. On est une fois de plus sur la réponse à des problématiques que les e-commerçants rencontrent à partir d'un certain temps, à partir d'un certain stade de développement. On voit que les choses s'accélèrent, mais clairement, le headless e-commerce, ça a été pendant très longtemps réservé aux plus gros e-commerçants et qui clairement n'ont pas les mêmes enjeux d'innovation.
Il y a également un aspect humain. Voilà, c'est clairement une autre approche, une autre façon de coder. Ce n'est pas les mêmes technologies. Donc, quand on pense à nos développeurs qui ont les projets en main, clairement, il faut aussi apprendre, s'adapter à ce type de problématique-là. Et puis, ces compétences, elles doivent aussi être acquises par les experts, entre guillemets, du e-commerce, notamment tous les intégrateurs qui proposent des solutions et qui donc doivent aussi intégrer ce type d'architecture dans leur logique et dans les réponses qu'elles vont proposer à des e-commerçants. Et en fait, la réalité, c'est que clairement, aujourd'hui, ce qu'on constate un petit peu sur le marché français, qui est clairement en retard par rapport à nos voisins européens, c'est qu'il y a un petit peu d'attentisme. Et ce qu'on constate, c'est qu'on se dit un petit peu, j'attends de voir ce que fait le voisin, et si le voisin y va, j'irai aussi à mon tour. Et ça, bon, c'est un côté peut-être aussi un petit peu français. Donc voilà pour ces points. Et donc, effectivement, si on met un petit peu les pieds dans le plat, le headless, est-ce que c'est une technologie pour tous? La réponse est clairement non. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une très, très forte accélération de l'e-commerce, notamment depuis le Covid. Il y a des évolutions qui vont forcément amener beaucoup de changements. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui rendent le headless aussi un petit peu plus accessible et passer petit à petit à une architecture headless. Et comme on l'a vu avant, c'est vraiment dans l'intérêt de tous, aussi bien des éditeurs technologiques que des e-commerçants, que des intégrateurs. Donc, le marché va en tout cas tendre vers cette approche headless. Et ça, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. La vraie question, c'est quand. Quand est-ce que le marché va passer une bonne fois pour toutes, entre guillemets, au headless? Mes conseils, justement, pour revenir sur cette approche-là, posez-vous clairement toujours la question du besoin. Ça, c'est un point qui est hyper important. Le besoin, posez-vous la question du besoin avant la solution. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir choisi une solution, et ça, c'est des choses qu'on constate quand même assez souvent, des e-commerçants qui disent j'ai choisi la telle solution. Avant de se poser la question de la solution, clairement, le besoin, listez vos besoins et faites confiance également aux agences et aux intégrateurs que vous interrogez, qui, eux, ont aussi un rôle de conseil. Et pour ça, effectivement, si vous voulez le conseiller correctement, notre conseil et mon conseil de manière générale, c'est vraiment aussi de choisir des agences qui ont une approche agnostique d'un point de vue technologie. Clairement, si vous choisissez une agence qui fait que du PrestaShop, il y a de très fortes chances qu'elle vous dise que PrestaShop, c'est la meilleure solution pour répondre à votre besoin. Voilà. Et je salue au passage les utilisateurs de PrestaShop, ils sont open source comme nous, on est très proche d'eux, voilà. On n'a pas de problème avec PrestaShop, c'est juste effectivement pour faire des comparatifs. Posez-vous également la question de où est-ce que vous aimeriez être dans 3 ans. Est-ce que vous avez des grandes ambitions en termes de développement, d'innovation, de système d'information, d'omnicanalité? Si c'est le cas, évidemment, choisissez le headless, vous ne le regretterez pas. Voilà. Mais une fois de plus, projetez-vous à minima dans 2-3 ans. Où est-ce que vous souhaitez être? Si votre souhait, c'est de garder une activité stable avec peu de volonté d'innovation, clairement, l'approche monolithique sera peut-être la meilleure solution. Alors, je regarde les questions en même temps. Et non, effectivement, Axel qui pose la question, Shopify, par exemple, a déjà bien commencé sa transition headless avec la possibilité d'intégrer des solutions externes grâce à leur API respective. Est-ce que je fais une confusion? Non, c'est une réalité, effectivement. Shopify, comme BigCommerce également, sont des CMS qui proposent une architecture headless, alors qui n'est pas native, puisque avec Shopify, vous allez pouvoir également faire ce qu'on appelle du templating, donc utiliser un template. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, des solutions comme Shopify proposent cette approche headless en ayant la possibilité de venir connecter tout un ensemble d'outils via des API. Ouais, tout à fait. Donc, c'est effectivement le cas, Axel, je confirme.
Et puis, je parlais tout à l'heure effectivement de questions qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et en gros, la question, si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, le headless pourrait être la réponse à vos besoins. Typiquement, est-ce que vous avez besoin de délivrer une expérience omnicanal? Donc, on a beaucoup parlé d'omnicanalité et il y a une demande d'exemple pour savoir comment est-ce qu'on construit concrètement un site headless. Typiquement, dans l'approche omnicanal, et on parlera effectivement de Teddybear un petit peu après, mais en gros, une approche omnicanal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un stock qui est central. On a, pardon, du coup, pas de stock qui est centralisé, que le stock, il repose aussi bien sur un stock e-commerce que sur un stock magasin. Et on va pouvoir faire communiquer toutes les briques ensemble, donc les briques de gestion de flux, de commandes, les briques de gestion de stock, d'expédition, toute la partie ERP, la partie PIM, etc. Et que toutes ces briques vont communiquer de façon automatique et instantanée ensemble. Et donc, on est vraiment dans cette logique d'omnicanalité, avec une fois de plus une expérience utilisateur sans couture, c'est-à-dire que mon utilisateur, il est aussi bien client en magasin que du site internet, et qu'on n'a pas effectivement de différenciation entre cette typologie d'utilisateur. J'en reviens du coup à mes questions. Donc l'approche omnicanal, est-ce qu'il est difficile de faire des modifications sur votre front-end, sur votre interface aujourd'hui? Est-ce que ça va être facile de venir déployer des changements? Est-ce que votre système de déploiement est-il complexe? En gros, quand vous faites une demande de modification, est-ce que c'est compliqué de venir déployer cette modification-là sur vos interfaces en production, donc vos interfaces publiques? Est-ce que vous avez beaucoup de régression lors des déploiements? C'est-à-dire, je fais un déploiement ou je fais une mise à jour. Est-ce que ça vient impacter d'autres briques de la plateforme et créer des régressions, donc des choses qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus? Est-ce que vous êtes aujourd'hui contraint en termes de choix d'une technologie? On n'en a pas beaucoup parlé, mais clairement, le headless, ça va également venir permettre à chacun de choisir la technologie qui répond le mieux à ses besoins, donc sur chacune des briques, mais également du coup sur le front-end. C'est-à-dire que pour toute la gestion des interfaces, vous allez pouvoir venir choisir une brique qui est choisie, donc qui peut être un front-end as a service, qui peut être du développement pur. Enfin voilà, il y a un vrai choix en termes de liberté, notamment sur la partie interface. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est difficile de modifier des fonctionnalités spécifiques de votre site? Est-ce que les montées de version de votre plateforme se font-elles dans la douleur? Une fois de plus, on en parlait, est-ce que je fais une mise à jour? Est-ce que c'est complexe ou pas? Et est-ce que vous avez souvent l'impression que la technologie vous freine et limite votre capacité d'adaptation? Ça, c'est un point qui est également hyper important, tout comme l'aspect performance. Aujourd'hui, la technique doit être au service de l'innovation et pas l'inverse. Ça ne doit absolument pas être un frein. Si à un moment, vous avez l'impression que la technique vous freine, c'est qu'il y a une problématique au niveau du choix de la technologie qui a été fait à un moment. Et donc, ça vaut le coup effectivement de se poser la question de changer de technologie slash de partir sur une technologie headless. Quelques points d'attention, si effectivement vous dites: «Allez, je franchis le pas, je fais du headless», il est possible de passer au headless sur un mode progressif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un big bang, et ça de plus en plus, c'est des choses qu'on voit de moins en moins. De se dire: je remets à plat tout mon projet, mes X années de travail et de développement qui ont été faits avec mon agence. Plutôt que de tout remettre à plat et de tout jeter, on va pouvoir faire des migrations progressives, par exemple en venant intégrer une première brique, puis une deuxième, puis une troisième, et puis effectivement en avançant comme ça au fur et à mesure. L'approche headless également, elle doit, et ça c'est une nécessité, être abordée de façon agile et incrémentale. Ça n'a pas de sens de faire du waterfall avec l'approche headless. L'idée, c'est vraiment de travailler comme ça, une fois de plus, sur cet aspect agile et incrémental, c'est-à-dire je vais itérer et je vais venir ajouter des briques les unes aux autres au fur et à mesure. Et puis, penser business avant de penser technologie, ça revient également à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect besoin. Faites des choix pour ce que la technologie va vous apporter, pas parce que c'est une technologie qui est cool ou un nom qui est à la mode. Voilà, vraiment penser business avant de penser technologie. On va parler rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, du cas Teddybear. Donc Teddybear, c'est donc chez Sius, on propulse pas mal de DNVB.
Donc, c'est le cas notamment voilà, Teddy Bear, de Gemio, d'Envie de Fraise, de Plum, Tikamoon. Enfin, on a quelques belles références à ce niveau-là. Eux, Teddy Bear, ils ont fait le choix de Silus il y a 4 ans. Et l'idée, c'était que, voilà, à l'époque, ils avaient des problématiques de scalabilité de leur solution. Ils utilisaient donc la plateforme WooCommerce, WordPress. Il y avait beaucoup de code personnalisé. Et effectivement, ce qui a été perçu au démarrage du projet comme un avantage, à savoir avoir énormément de fonctionnalités natives au démarrage, ça a vite été un frein. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, toutes les contraintes inhérentes à l'approche monolithique, donc qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, ça a poussé l'équipe assez rapidement, au bout de 1 ou 2 ans d'existence, à adopter une approche headless et du coup vraiment séparer l'aspect front-end de l'aspect back-end. Et un des enjeux clés, c'était aussi, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'était aussi de pouvoir attirer des développeurs et une équipe technique. On est vraiment sur un marché qui est hyper tendu, hein, clairement. Et voilà, bâtir un e-commerce sur des technologies modernes, ça fait aussi la différence à ce niveau-là. Donc, ce qu'on constate, c'est que si on parle un petit peu plus précisément de la migration, elle a duré environ 5 mois. Ça a été fait par une agence avant d'être intégré entièrement par l'équipe technique qui aujourd'hui, c'est plus de 10 personnes qui sont intégrées chez Teddy Bear. Et du coup, le choix de Silus avait été fait à l'époque en raison de sa flexibilité. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme e-commerce, elle est vraiment au cœur de toute l'activité en ligne. Donc, on parlait d'omnicanalité tout à l'heure. Typiquement, le cas Teddy Bear, qui a commencé en vendant des matelas en ligne et qui aujourd'hui a ouvert un certain nombre de magasins, des boîtes de nuit, comme ils les appellent, et qui intègre effectivement toute la logique, enfin tout l'écosystème depuis leur plateforme. Donc, ils sont connectés avec un ERP, ils sont connectés avec un WMS, donc un Warehouse Management System, donc tout ce qui est de gestion d'entrepôt. Ils sont connectés avec le CRM également. Ils ont intégré un CMS headless qui est Netlify. Ils ont, voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que ils ont construit cet écosystème e-commerce entièrement sur mesure et parfaitement adapté à leurs besoins et à l'évolution de leur plateforme. Et puis surtout, ce qui va être important pour eux, c'est qu'ils ont régulièrement des pics de trafic assez importants, parfois plus de 7000 visiteurs uniques en 1 heure, notamment lors de reportages dans différents magazines en télé. Et aujourd'hui, Teddy Bear, c'est 500 000 visites par mois. C'est le 4e site de la catégorie maison et jardin le plus visité sur la plateforme SimilarWeb. Et du coup, grâce à son architecture headless, c'est une plateforme qui n'a aucun problème à gérer justement tous ces pics de contenu. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que Teddy Bear, quand ils ont migré, ils étaient environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils ont fait x10 en 4 ans, 5 ans, parce ils ont atteint les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et du coup, ce qui va être hyper important, c'est qu'on voit que la solution est parfaitement scalable. Elle s'adapte aux évolutions, aussi bien au présent qu'au futur de la marque et qui n'a pas besoin de refaire un Big Bang tous les 2 ans. Et ça, c'est vraiment grâce à cette approche headless. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un petit QR code qui renvoie vers du coup l'épisode de podcast que j'ai fait avec Guillaume Bidon, qui est le CTO, donc le directeur technique de Teddy Bear, qui rentre un petit peu aussi dans le détail de la migration et du pourquoi être passé sur du Silus et sur une approche headless. J'avais prévu de vous montrer un petit peu la plateforme, mais on va zapper. Je vais avancer. Et du coup, je suis disponible pour les 2 minutes qui restent, si jamais il reste des questions. Je pense que j'ai répondu à la majorité des questions, mais voilà, si jamais de votre côté, il reste des questions, n'hésitez pas. Je refais le point sur les questions qu'on avait ici, mais a priori, tout a été... Merci Kevin, en tout cas. Oui, vous avez répondu globalement à tout. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. Merci Kevin. On se retrouve donc cet après-midi. Ça reprend à 13h45. Voilà, j'avais peur de me tromper. Donc, ça sera refondre ou créer son site sans catastrophe SEO, le top des actions héroïstes. Donc, bonne pause déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Au Merci revoir. Kevin.